Salut tout le monde! Je voulais faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait pour faire un retour à la course à pied post-blessure, spécifiquement après une blessure au niveau de l'articulation de la sacro-iliaque, donc l'articulation du bassin. Pour vous mettre en contexte, je vais essayer de faire ce court. Je me suis blessée à la sacro-iliaque en décembre 2019 et j'ai été arrêtée pour courir en fait, donc j'ai été en mesure de pouvoir m'entraîner pendant cette période-là jusqu'à mai 2021. Donc oui, ça m'a pris 29 mois pour recommencer à courir de façon régulière, 2 à 3 fois par semaine. Alors, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai fait comme changement pour m'aider à recommencer à courir sans douleur. Donc, première chose, l'exposition progressive à la charge et au volume d'entraînement lorsqu'on fait un retour à la course à pied après une blessure. C'est une des erreurs qu'on voit le plus souvent, autant chez des débutants que chez des amateurs, que chez des intermédiaires et parfois même chez des personnes athlétiques. Qu'est-ce que je veux dire par exposition progressive? Je vous donne un exemple. Si je vous demande, vous n'avez jamais couru de votre vie et je vous demande de courir un 10 km maintenant, je suis pratiquement sûre à 100% que le lendemain, vous allez le regretter. Votre corps va avoir été stressé. Votre corps va avoir été exposé trop agressivement par le stimuli de la course à pied avec je ne sais pas combien de répétitions sur vos articulations qui n'étaient pas prêtes à encaisser ce stress-là. Ce principe-là d'exposition progressive, c'est pas seulement pour un retour à la course. Ça peut être appliqué aussi par n'importe quelle activité physique qu'on commence ou qu'on reprend ou suite à un repos ou quoi que ce soit. Donc moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu, et ça a été un conseil de mon mentor, d'être bulletproof. Donc j'ai vraiment attendu de ne ressentir aucune douleur, aucun inconfort, aucun inconfort mécanique quand je courais. Et ça m'a pris 29 mois. Le deuxième point, c'est votre prise en charge. Donc, j'ai décidé de changer d'entraîneur. Donc, je suis un entraîneur, mais j'ai un entraîneur, donc quelqu'un qui programme mes entraînements. Et j'ai décidé d'aller vers un entraîneur qui, lui aussi, court, fait de l'entraînement fonctionnel, fait de la force, donc qui pratique un peu le même genre d'entraînement que moi je fais. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire que l'entraîneur qui vous suit, si vous avez un entraîneur et que vous lui demandez de vous préparer pour un sport X, s'il ne pratique pas ce sport-là, qu'il ne sera pas assez compétent pour bien vous préparer ou bien vous entraîner. C'est pas ce que je dis, mais je pense que ça l'aide beaucoup. Parce que votre entraîneur, s'il pratique le même genre d'entraînement que vous, sait par où vous devez passer et il sait comment le corps réagit puis quel stress va impacter pour tel genre d'entraînement parce qu'il le vit aussi, parce qu'il fait des tests aussi, lui, de son côté. L'autre chose aussi, en changeant d'entraîneur, on change de vocabulaire, on change de partage d'informations. J'ai été mentorée pendant 3 ans avec un entraîneur incroyable qui a changé vraiment ma vie et ma vision de l'entraînement, qui m'a permis de stepper up au niveau du niveau d'entraîneur que j'étais. J'ai été mentorée 3 ans avec cet entraîneur-là, puis après ça, j'ai décidé de changer pour quelqu'un qui partageait les mêmes champs d'intérêt au niveau de l'entraînement. L'autre chose aussi, c'est que l'entraîneur que vous allez choisir doit vous pousser à développer votre curiosité. Je crois sincèrement que quelqu'un qui s'entraîne bien, c'est quelqu'un aussi qui est curieux, qui veut apprendre, qui veut comprendre. Je crois que quelqu'un qui se fait toujours dire quoi faire sans nécessairement comprendre le pourquoi et le comment en arrière, à un moment donné, ça va le rattraper, puis à un moment donné, ça va affecter un peu son progrès, je dirais, en entraînement. La troisième chose qui est probablement la plus importante et que vous avez peut-être déjà entendu ailleurs, c'est l'ego. Donc, comment je déterminerais l'extrême de s'orienter dans notre entraînement via l'ego?
c'est en fait de faire ce qu'on aime au détriment de ce qu'on a besoin. Pratiquement tout le temps. Pourquoi je dis pratiquement tout le temps? Ça vient à mon 4e point, que parfois, il faut savoir modérer, il faut savoir adapter, il faut savoir se donner des petits plaisirs. C'est comme avec la nutrition. Si tu es tout le temps hyper strict dans ta diète parce que tu le sais que tu as besoin de tel genre d'aliments, ben ça se peut qu'à un moment donné, tu tombes dans le sac de chips puis que tu n'en prennes pas juste un, mais que tu en prennes 2 aussi parce que ça fait tellement longtemps que tu en as mangé que tu crashes. Puis, tu peux passer aussi à côté de certains moments familial ou social qui t'apporteraient du bonheur puis qui t'apporteraient du positif dans ta vie parce que tu as décidé de ne pas aller souper parce que c'était au restaurant et il ne fallait pas que ça déroge de ta diète. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ben, c'est un peu la même chose avec l'entraînement, je pense. Je prends un exemple, la course à pied. On retourne à la course, progressif, tout ça, là, il y a une belle progression au niveau de l'entraînement, ça va bien, tout ça. Si à un moment donné, tu te fais proposer d'aller courir une distance qui est beaucoup plus grande, avec d'autres gens, qui est beaucoup plus grande que ce que tu as tendance à courir, je pense qu'il faut quand même que tu planifies avant d'aller faire cette activité-là et le après au niveau de ta récupération. Ce que je veux dire, c'est que si tu dis « Ok, c'est bon, je vais faire une distance qui est un peu plus grande que d'habitude, je vais avoir du fun, je vais être avec du monde, ça va être le fun, tout ça », tu le planifies. Fait qu'avant, tu vas pas aller te claquer un énorme entraînement la veille pour avoir stressé ton corps et avoir une grosse fatigue neurale et physique. Même chose le lendemain. Le lendemain, tu vas te planifier d'avoir un repos puis un temps de récupération qui est beaucoup plus long que d'habitude pour laisser ton corps de gérer de revenir suite à ce stress-là appliqué. Je vais prendre aussi le principe avec le CrossFit. Donc, beaucoup de gens vont vouloir faire ce qu'ils aiment beaucoup, beaucoup. À un moment donné, ils vont se faire proposer de faire un workout qui dure 1 heure avec 600 à 700 répétitions. C'est des workouts qui sont le fun. Faut pas le nier. Même moi, tu sais, c'est pas mon genre d'entraînement. Moi, j'utilise plus le CrossFit maintenant pour des entraînements à très haute intensité. Mais c'est quelque chose qui peut s'avérer super le fun, tu sais, avec des gens, avec une communauté, avec des amis. Donc, si j'avais cette opportunité-là, je crois que j'irais le faire. Je sais que je vais avoir du fun, je vais aller à mon rythme, mais je sais que je risque de prendre 2 ou 3 jours de pause avec une journée de récupération active avec plus de marche ou peut-être un petit jog vraiment très léger parce que je le sais que je vais être courbaturée. Je le sais que mon système nerveux va être crashé. L'autre chose, le 5e point, c'est ma nutrition. Donc, j'ai essayé la diète kétogène en 2019. Ça ne l'a pas fait du tout. Puis ça m'avait mis beaucoup, beaucoup de pression sur mon apparence, sur le fait que j'avais gagné comme 10 livres, sur le fait que en 2019, je pesais 155 livres, puis là, j'étais retournée à 165. Il y avait beaucoup de pression par rapport à ça. Puis finalement, j'ai vraiment décidé de juste manger ce qui me fait du bien au corps, ce qui me fait du bien à la tête. Quand je dis ce qui me fait du bien à la tête, c'est que si je mange de la junk food, je vais pas bien filer, comme je vais me sentir pas bien, puis je vais me sentir fatiguée, puis tu sais, physiquement, je vais être capable de faire mon activité du lendemain, mais ça va m'affecter sur 1 à 2 jours parfois. Donc, j'ai décidé de juste littéralement manger ce qui me fait du bien au corps, à l'esprit, puis de me laisser un petit peu de lousse une fois de temps en temps, puis that's it. 6e point, la Whoop. OK? J'ai eu dans le passé, je l'ai encore, une Apple Watch. L'Apple Watch, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un écran. Puis sur l'écran, on voit l'heure, on voit notre nombre de pas, il y a le nombre de calories, bon, etc. Durant l'entraînement, on l'active, on voit à combien de calories on est, la fréquence cardiaque, tout ça. Puis pour ma part, c'était quelque chose, je pense, qui était anxiogène un petit peu. Puis le fait d'avoir la Whoop sans écran, c'est comme tu fais ta journée, tu fais tes activités, tout ça, puis ça se calcule automatiquement sur ta montre, puis après ça, à la fin de ta journée, tu vas voir sur ta montre, puis toutes tes données sont là. Fait que moi, c'est quelque chose que je trouve plus intéressant. Puis je trouve ça quand même cool, parce qu'à la fin de ta journée, tu as comme la surprise de voir comment
qu'est-ce qui est arrivé dans ta journée, c'est quoi ta dépense calorique, ta fréquence cardiaque, tout ça. Puis l'autre chose aussi que je trouve intéressante de ne pas avoir d'écran, c'est que ça te pousse plus à comme t'entraîner au feeling. Donc, avec des perceptions d'effort plutôt que de toujours avoir la fréquence cardiaque exacte à tel moment. Moi, personnellement, je préfère travailler avec, mettons, du temps à la course à pied puis une échelle de perception d'effort qu'une zone en fréquence cardiaque. 7e point, c'est mon entourage. Donc, ça vous prend pour passer, je pense, à travers ce genre d'épreuve-là où ce concept-là peut s'appliquer dans la vie de tous les jours. Mais ça vous prend des gens proches de vous qui vous supportent à la fois, mais qui vous challenge aussi en même temps. Moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé beaucoup depuis, je dirais, la dernière année. Donc ça, c'est super important parce que ça te permet de ne pas rester dans ta zone de confort trop longtemps. Puis en même temps, quand tu as besoin, je dirais pas quand tu as besoin, mais quand tu sais que tu peux te confier à quelqu'un ou que quelqu'un va être là pour t'écouter si tu as besoin de parler, bien, tu sais que tu vas avoir quelqu'un aussi pour ça. C'est pas obligé d'être la même personne qui joue tous ces rôles-là. Ça peut être plusieurs personnes. Le 8e point, c'est d'être plus active les journées où est-ce que je suis en repos. Donc, exemple, aujourd'hui, je m'entraînais pas, je suis allée marcher 45 minutes, je me suis mis un podcast dans mes écouteurs, j'ai écouté ça tout le long, puis ça m'a permis de rester active. Si j'écoute la télévision, je me mets une règle personnelle, pas plus d'1h30. Après 1h30, ça fait trop longtemps que je suis dans le divan à rien faire. Pour moi, ça fait pas de sens de comme passer plus de 1h30 devant une télévision par jour. Ça, c'est ma règle personnelle. Qu'est-ce que ça fait d'être plus actif? Ben, ça diminue le stress. Ça permet d'augmenter la circulation sanguine dans ton corps. Ça permet d'être occupé. Fait que des fois, ben, c'est sûr que si, exemple, tu as un craving, si tu as une envie de manger quelque chose de sucré ou quoi que ce soit, puis tu le sais que tu n'en as pas vraiment besoin, puis tu n'as pas vraiment faim pour ça, lève-toi, va prendre une marche de 15 minutes, reviens, puis regarde après si tu as faim. Ça peut paraître simple, mais c'est ça. Puis ça, ce que ça l'a fait aussi, c'est qu'au niveau de mon bassin aussi, ça l'a vraiment aidé à être moins statique. Fait que de limiter les positions statiques maintenues longtemps, assis longtemps, debout longtemps. Le 9e point, c'est le sommeil. Donc, j'ai commencé à me coucher plus tôt puis à me lever vraiment plus tôt. Donc, à 6 heures le matin, je me lève à tous les matins, même la fin de semaine, et je me sens tellement pleine d'énergie tout le long de ma journée, c'est juste comme incroyable. Fait que me lever plus tôt, me coucher plus tôt, ça m'a permis aussi d'aller chercher 1 heure de plus de sommeil par nuit. Donc, trouvez votre juste milieu au niveau de votre heure de sommeil, votre heure de coucher, votre heure de lever. Mais moi, je prône beaucoup le réveil plus tôt. 1 heure de réveil plus tôt. Puis je vous dirais que le 10e conseil, ben, c'est en fait de pas trouver la formule magique, tu sais, de pas trouver qu'est-ce qui va fonctionner, de pas trouver l'exercice, le mouvement que je dois faire à tous les jours pour régler mon problème. Comme vous avez vu, tu sais, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de points, puis tu sais, j'ai essayé de faire ça court, j'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails, mais chaque point que je vous ai énuméré, je pourrais en parler pendant comme 10 à 15 minutes chaque point. Donc, faire un retour comme à la course à pied, étant donné que c'est un sport qui a beaucoup d'impact sur le corps, puis il y a beaucoup de répétitions, ça demande de la résilience, ça demande de la patience, ça demande d'être en mesure de pouvoir faire une introspection sur soi-même, puis se dire qu'est-ce que j'ai de besoin, qu'est-ce que je fais en ce moment qui me nuit, qu'est-ce que je fais en ce moment qui m'aide, de faire les bons choix pour soi-même. Fait que c'est plus qu'un simple entraînement, puis c'est plus qu'une simple prescription d'exercice. C'est vraiment un tout. Donc, voilà, c'est le vidéo que je voulais vous faire, gang. Je vous souhaite une super de belle journée, puis j'espère que ça a aidé certains d'entre vous. Et pour un retour à la course, vous pouvez nous contacter, AGEKIN. On est super bon dans la réhabilitation. On prépare aussi des coureurs. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Salut, bye!